Qu'est-ce que c'est la patience? Asavlan domé mamash les adam anosé masakaved. Le patient, il ressemble vraiment à quelqu'un qui porte un poids très lourd. Ve'av sheu kaved alav, et bien que ce poids soit très lourd, ou mamshich lalechet bedarko, il continue à aller sur son chemin, il continue à marcher malgré le poids. Ve'enon il elaset, et il ne va pas refuser de le porter, car, ou, attendez là, la feuille elle s'est pliée juste sur le texte. Voilà. Car ou bechol matzav chez Bnei Adam, ainsi il en est de toutes les relations qu'il y a entre les hommes. Anu ro'im, nous voyons, veshomaim, nous entendons, arbet varim chez enam les firouchenu, qui vont pas selon notre esprit, avec lesquels on n'est pas d'accord. Ou bechol zot, et malgré tout cela, mamshichim liyot chaverim tovim, nous continuons à rester des bons amis. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire cette notion que quelqu'un, il porte un poids et il avance? Les deux notions, il porte un poids et il avance. En vérité, c'est quoi le poids? Le poids, c'est l'autre. C'est quand c'est marqué Nosé Berol Chavero. Tu portes le poids de ton ami. Normalement, on traduit que ça s'appelle la solidarité. Tu vois l'autre qui est en train de crouler sous un poids, tu le portes avec lui. D'accord? Maintenant, c'est connu que si on porte une valise de 80 kg, on porte combien? 80 kg. Si on la porte à deux, on porte combien chacun? 80 les deux, 40 chacun. Non, en vérité, on ne porte plus rien. Non, parce que quand on sent la solidarité de l'autre, le poids disparaît. Ça s'appelle le partage du poids. Maintenant, ça s'appelle nosé béol. Tu portes le poids de l'autre. Mais dans le moussard, on va encore plus loin. On dit, tu coupes la phrase nosé béol, tu portes le joug, 2 points, chavero. Tu portes pas le joug de ton ami. Tu portes le joug, et c'est quoi le joug? Ton ami. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que l'autre, c'est l'autre. Ouais. C'est son caractère, c'est sa façon d'être, c'est sa différence, c'est son regard, c'est sa sensibilité, c'est sa lourdeur, c'est son yetzerara. Il faut subir le yetzerara de l'autre. La susceptibilité, la bêtise, le rythme existentiel, la perception de la religion, la sensibilité, sa mère, qui est un package, d'accord? Donc c'est dur l'autre. L'autre, c'est dur. Maintenant, on te dit que tu dois porter le rôle. C'est quoi le rôle? C'est le joug. D'accord? Maintenant, par exemple, pour Hachem, ça s'appelle Kabbalat Ol Balchut Shamaim. Tu prends sur toi le joug divin. Donc, tu deviens serviteur de Dieu. Tu prends le joug. Ou tu dis non, j'ai pas envie, j'écoute les Yitzhara, j'ai envie de délirer, j'ai pas envie de prendre, je veux pas la maturité, je veux pas la responsabilité. Tu es porek rôle, tu refuses le joug. C'est pareil. Quand par exemple, tu as des enfants, ça peut arriver, d'accord? Tu dois prendre sur toi le joug parental. Donc tu as le souci, tu as la responsabilité. Ah non, moi je m'occupe du fric, moi je m'occupe pas de l'éducation. Non, on est les deux. Ouais, elle dit, moi je ne supporte pas l'écrit. Il y en a, il m'a dit, ils sont venus en couple en bagarre comme ça. Et le gars il est rentré, il m'a dit, écoutez monsieur, j'ai pas le temps à perdre. Je suis un homme d'affaires, j'ai 80 sociétés. Je vais vous expliquer en 2 minutes, vous allez tout comprendre. Moi je suis un homme de travail, d'accord? Je rentre le soir, il faut que les enfants, ils soient lavés, ils soient vaisselle, fait les devoirs, ils soient couchés. Et après moi, je commence ma soirée. Je dis, monsieur, mais pourquoi? Il me dit, je peux pas, je les supporte pas, ils font du bruit, ils courent, et trucs. Je dis, mais ils ont un défaut, vos enfants. Il m'a dit, lequel? Je dis, ils sont vivants. Il y a une solution. Vous achetez un pistolet avec un silencieux, et quand ils dorment, vous faites le tour des chambres, et un par un, vous lui mettez une balle dans la tête. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous les enterrez discrètement dans le jardin, et vous gardez une photo de chacun, et vous la mettez sur la cheminée. Et le soir, quand vous rentrez, vous dites, tu sais, mes enfants, ils sont sages comme des images. Hachem Ishmor. D'accord. Donc, moi, je vous ai donné le scénario catastrophe, hein, bien sûr. Hein, c'est pas une halakha, c'était un conseil. Bon. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, la personne, elle supporte pas. Elle n'a pas la patience. Mais en vérité, son vrai problème, c'est que elle n'a pas accepté une réalité nouvelle qui s'appelle l'enfant. Vous me suivez ou non? Comme l'autre, il ne supporte pas une réalité nouvelle
qui s'appelle le conjoint. L'autre, il ne supporte pas une réalité nouvelle qui s'appelle la prise de poids. L'autre, il ne supporte pas le vendeur qui est meilleur que lui. L'autre, il ne supporte pas qu'il pleut. Mais en vérité, toute notre vie, on va être confronté à des choses qui vont nous déstabiliser. Ici, c'est marqué. Comment tu peux supporter une chose pareille? Parce que tu prends le rôle, tu prends le joug. Oui, ici, je crois qu'il rapporte ici le Rav Wolbe. Enfin, je rapporte le texte. Il dit il faut expliquer aux jeunes mariés, ouais, que se marier, c'est prendre le joug du mariage. Tu prends sur toi. C'est ce que c'est le rôle. Tu sais, à l'époque, d'accord, vous imaginez le gros cheval le percheron, le gros cheval de labour. Il est énorme. Il fait 1m80 de haut. Il peut tirer une locomotive. Il peut tirer un bateau. Il est très gros. Pour le diriger pendant le labourage, on lui mettait un espèce de truc comme ça rond, ouais, en bois, très très lourd, en chaîne, avec du cuir pour pas que ça l'abîme le cou. Quand vous essayez de le prendre, ça pèse très très lourd. Vous me suivez ou... Ouais. Donc le cheval, pourquoi on lui met ça? Parce qu'avec tes ficelles, tu auras beaucoup de mal à essayer de le diriger. Mais quand il prend le joug, après c'est facile, à droite, à gauche. Ben, c'est pareil. Toi, tu prends le joug. Par exemple, tu signes la maison, c'est bien. Donc tu dis, ah bon, Hachem, on a acheté, super. Bon, combien? Ah ben $1 million. Oh, super. Donc ça veut dire que pour 30 ans, il faut que tu sors $2000 par mois. D'accord. Alors au bout de 3 mois, tu dis, attends, ça va durer longtemps ce truc-là, là, tous les mois, il me prélève? Ben, ça s'appelle le crédit. Alors pourquoi c'est dur chaque mois? C'est dur, je vais crever, j'en peux plus, c'est ta faute, tu m'as rentré dans un stress. Parce qu'en fait, tu n'as pas pris le joug du crédit. Vous me suivez ou non? Le mariage, c'est pareil. Vous vous mariez. Bon, vous êtes mariés, d'accord? Tu dis, ben, je l'aime. Tout fondé sur l'amour, ça va être difficile. Parce que l'amour, c'est comme la chaleur. Il y a un thermostat, ça monte, ça descend. Mais si tu dis non, moi, j'ai pris sur moi. Moi, je leur dis au Khatanim, je suis sous la choupa, il y a 400 personnes là, je leur dis écoutez maintenant, vous êtes devant 400 personnes, il y a 400 témoins, je vais vous demander de vous engager. Bon, ils me regardent comme ça les deux. Je vais vous engager à garantir, quelles que soient les circonstances, le sourire de l'autre. Je dis mais c'est pas écrit dans l'acte va. C'est vrai. Mais faire la gueule, c'est pas une mise va non plus. Ouais. Donc toi, tu dois garantir le sourire. Évidemment que le sourire, ça implique la parnassa, ça implique la patience, ça implique la douceur, ça implique le respect. En fait, ça implique tout. Parce que quand quelqu'un sourit, ça veut dire que à l'intérieur, il est bien. Alors ça apparaît sur le visage. Parce que panim, c'est le visage, et pnim, c'est l'intériorité. Donc le visage devient l'écran d'expression de l'intériorité. Maintenant, toi, en tant que femme, tu dois rendre heureux ton mari, et toi, tu dois rendre heureux ta femme. Mais c'est un engagement. Pourquoi tu as besoin de prendre un engagement? Tu dis, ah, je ne vais pas m'engager, écoute, moi je l'aime, tu rigoles, mais je ne suis pas fou, pourquoi je l'ai épousé? Arrête ton baratin. Tu t'engages. Vous comprenez ou non? C'est comme les gens, ils empruntent. Tu dois t'engager à rembourser. Tu dois signer un contrat que tu t'engages à rembourser. Mais ça va, tu rigoles, c'est mon beau frère, je suis le fils du rabbin, chas v'shalom, on n'est pas des voleurs, okay, tout ce que tu veux, mais tu vas écrire un shtar. Le shtar, c'est le contrat. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 formules de shtar, le A et le B. Et souvent, quand tu n'as pas voulu faire le shtar A, tu vas faire le shtar B. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois t'engager. Oui. Alors les gens disent oui, mais attendez, mais nous on parle de la passion, on parle de l'amour, on parle de la vibration, on parle de love story. Oui, tout ça c'est très beau ça. Ça c'est le fluide, ouais. Mais le fluide, il passe dans un circuit. L'électricité là, elle passe dans des fils. L'eau, elle passe dans la plomberie. Maintenant la plomberie, elle est dure, elle est structurée, elle est rébarbative. Mais c'est ça qui assure que l'eau elle arrive là-bas. Le fil électrique c'est pareil. On a bien fait des choses et tout. Tu dis non, j'ai pris 2 blacos là-bas à la sortie de la pompe à essence. Je leur ai dit mettez-moi du courant. Après tu dis je comprends pas. J'allume la lumière, il y a de l'eau qui coule par les ampoules. Les plombs ils sautent toute la semaine. Je sais pas, je me réveille, je bouge le lit, la lumière elle s'éteint. Je t'avais dit de prendre des pros.
Tu prends des professionnels, tu fais une bonne installation. Ouais, comme Windows. Aujourd'hui, Windows, il était, mais à l'époque, vous vous rappelez, quand on devait installer Windows, il y avait les nerveux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attrapaient une crise de Parkinson et ils appuyaient next, 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 parce qu'ils étaient pressés. Après, il dit, ouais, il ne reconnaît pas le modem, j'arrive pas à rentrer sur Internet, il ne reconnaît pas l'imprimante. Tu fais doucement, installe Windows, doucement, avec les drivers, un par un, ils sont reconnus, ils sont installés, ça se passe très bien. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Ton couple, tu le construis doucement, tu poses les bases, la communication, la communion, la compréhension, la patience, la remise en cause, la solidarité, tu installes bien Windows. Tu as dit non, non, next, 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 next. Et après, tu passes ta vie à te prendre la tête. On t'a dit de bien installer. C'est pareil l'enfant. Je vous ai dit, j'ai dit, je ne sais plus dans quel cours, pourquoi les enfants naissent petits? C'est vrai, le bon Dieu il aurait pu faire accoucher un enfant de 30 ans. On aurait réglé le problème hormonal, d'accord? Mais en fait, les enfants naissent petits, c'est pour laisser le temps aux parents de grandir. Toi, tu crois que tu es en train d'éduquer le gosse, mais c'est le gosse qui t'éduque. Vous êtes mariés 2 gamins, 2 ados, 2 nerveux, 2 lourds, 2 Allah. Comment vous êtes devenus matures, avec le recul, la compréhension, la solidarité, la fonctionnalité, la coordination? Parce que vous avez passé par le travail. Maintenant, il y a des gens que non, encore une fois, non, laisse-moi tranquille, ça me saoule, j'ai pas la tête, et de toute façon, c'est de ta faute, tu comprends? On peut être de khmar, on peut. Ça fait limite un troupeau de khmar, ouais. Mais si on a un peu de conscience, on a un peu de cerveau, on a un peu de bon sens, on dit, écoute chérie, toi, tu as ton rôle à jouer, moi, j'ai mon rôle à jouer. Maintenant, le rôle, ben, il est basé sur le rôle. En fait, le rôle en hébreu, c'est le joug. Et le rôle en français, malheureusement, le rôle, il y a 2 lectures. Tu peux parler du rôle, le rôle du père, le rôle de la mère, mais tu peux parler aussi du rôle de l'acteur au cinéma. C'est pas grave. Quand chaque truc, ça va vous déranger. Écoutez bien ce que je dis. Tu sais, quand le gosse, il a fait des grosses bêtises, et que le père, il est convoqué. Bon, la première fois, il est convoqué à l'école. La deuxième fois, il est convoqué au commissariat. La troisième fois, il est convoqué à l'hôpital. On monte en niveau, d'accord? Quand il arrive là-bas, alors il dit, mais pourquoi je travaille, monsieur? Je n'ai pas que ça à faire. Moi, vous m'appelez, vous me dites de venir. Écoutez, votre fils, il a quand même mis un tournevis dans l'œil du professeur. Ok, c'est pour l'éviter de rouiller, mais c'est pas des manières de faire. Il dit, mais je comprends pas en quoi je suis concerné. Ben parce que vous êtes le concerné, justement. Oui. Parce que mais vous êtes obligé de venir en tant que père, parce que ce gosse, s'il avait un père, il ne serait pas dans mon bureau. Et c'est pas à moi, le directeur, de faire le père. Puisque le père, c'est les repères. Donc si lui, il n'a pas de repère, c'est qu'il n'a pas de père. Ah, et la mère? Eh bien, la mère et le père, les deux font la paire. Ça veut dire que le pianiste virtuose, il joue la symphonie. Ouais. Avec les 2 mains. Pourtant, il y en a une, c'est la main gauche. Quand tu es droitier, tu as vu la main gauche? Quand tu as le bras cassé, la main droite cassée et que tu es droitier. Tu as vu comment tu... Oh, j'arrive pas. J'en peux plus, j'en peux plus. Eh ben, ta femme, l'homme et le mari, c'est la main gauche et la main droite. Maintenant, j'ai pas dit laquelle était la main gauche. Ça, vous verrez ça avec votre mari, d'accord? Mais l'idée, c'est que la main gauche et la main droite ne sont pas du tout les mêmes, n'ont pas les mêmes fonctions. Il y en a une qui est éduquée, il y en a qui n'est pas. Ouais. Et quand même, tu vois le pianiste avec une vitesse, une dextérité. C'est pas possible. Comment il fait ça avec la main gauche? Ouais. Alors, en vérité, la logique, c'est une Gemara dans les Yerushalmi, dans les Nedarim. Là-bas, la Gemara, elle dit, c'est marqué dans la Torah, lotikom et lotitor. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune. Bon, c'est un interdit de la Torah, de garder rancune. Bon, il y en a qui pensent que pour la belle-mère, c'est une mitzvah, mais pour les autres, ouais. Non, je rigole. Donc, tu ne garderas pas rancune. La Gemara, elle demande, mais comment c'est possible que la Torah, elle puisse interdire un truc pareil? C'est pas possible. D'interdire la rancune, d'interdire la vengeance. Comment c'est possible? Et la Gemara, elle donne un exemple. Elle dit, c'est un gars, il est en pleine forêt, il a un morceau de viande dans la main. Il veut manger de la viande. Il est obligé de le couper en petits morceaux. Bon. Il a le couteau dans la main droite, il a la viande dans la main gauche.
Il n'a pas opposé, il n'a pas de rocher, il n'a pas, pas de bois, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à couper. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le couteau, il glisse sur la viande, il lui entame la main. Voilà. On dit la tame. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait la main gauche quand elle a été coupée par la main droite, même accidentellement? Elle jette la viande, elle attrape le couteau et elle entame la main droite. Alors moi, elle dit, ben non, évidemment, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est marqué, Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va? Vous avez compris la Guémara? Voilà. Donc la viande, c'est le projet, le couteau, c'est le danger, la main droite et la main gauche, c'est toi et ton prochain. Évidemment qu'il y a une gaffe, évidemment qu'il y a une erreur, voulu, involontaire, volontaire, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Celui qui a subi, il veut faire subir. C'est la logique de la vengeance. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Mais dis-moi, quel exemple? Il ne marche pas ton exemple. Parce que tu as pris quoi, la main gauche et la main droite? Et la main gauche et la main droite, ils font partie du même corps. On aurait dû dire moi et mon voisin, moi et mon cousin, moi et mon associé, moi et mon mari. Là, ça va, parce qu'on est deux corps différents. Mais là, c'est un seul corps, la main droite et la main gauche, ça appartient au même corps. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, mais c'est pas possible de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc, je sais pas, donc vous comprenez le déroulement de la Gemara? La Gemara, elle dit, il est interdit de se venger. La Gemara, elle dit, mais c'est impossible, puisque, en tout entendu, c'est une réaction naturelle. Quelqu'un, il a touché ta fille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire, le pauvre, il est pas bien. Non, d'abord, je le tue. Et après, je lui paye un psy. Après qu'il est mort. Ouais. Quelqu'un, il m'a planté 200 000 euros. Qu'est-ce que je fais? D'abord, je le casse tous les os. Et après, je l'invite pour faire une chavruta de moussard. Je l'invite Shabbat, en chaise roulante. Ça veut dire que c'est très dur de se retenir, de se venger, d'avoir de la rancune dans le cœur. C'est très dur. Et qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Mais pas du tout. Puisque Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain. Je rappelle que Ahava, c'est l'amour, valeur numérique 13. Pourquoi il ne marche pas? Oh, le Satan, ça recommence. Le courant, il ne marche pas. Alors, c'est là, c'est ça. C'est bon. Il faut tout faire si c'est grave. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le. Normalement. C'est bon. C'est le Satan, toujours. Les plombs ils sautent, la branche des trucs, il y a un chien qui rentre dans la pièce. Parce que le Yetzirah, quand il sent qu'il perd des clients, il fout la pagaille, c'est logique. C'est la guerre. De quoi je parlais? Ah oui, Ahava, c'est l'amour. D'accord? On l'a expliqué déjà dans plusieurs cours que la valeur numérique du mot Ahava, c'est 13. Qui est la même valeur numérique que le mot Echad, qui est 1. Donc en fait, Ve'afta, c'est tu feras 1. Maintenant, si la main droite et la main gauche, elles font 1 parce qu'elles sont du même corps, tu dis, mais l'homme et la femme, ils ne font pas partie du même corps, ils ne font pas partie de la même famille, ils n'ont pas le même esprit, ils n'ont pas la même sensibilité. Déjà, ils ne sont pas du même sexe. Bah, au Hachem, ouais. Alors ça va être compliqué, ça va être dur de s'arranger, de se comprendre, de fonctionner. Alors je te dis, tu dois faire 1 avec l'autre. Tu dis, non, c'est pas je dois, c'est j'ai envie, j'aime. Non, 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 non. Tu prends sur toi l'obligation, la dette de faire 1. Ça s'appelle prendre le joug. Vous me suivez ou non? C'est pareil, tu prends sur toi de faire des études. Et bien bizarrement, tu vas commencer à aimer les études. Toi, tu prends sur toi de je sais pas moi, de demander pardon. Et bien ça t'a fait du bien. Alors qu'au départ, tu disais, bah, j'ai pas envie, j'ai pas vraiment envie. Mais c'est ça le problème. En vérité, le problème, c'est que c'est la différence entre vouloir et avoir envie. Le fond du problème, c'est ça. Vous savez, une fois, j'étais à Montréal et moi, j'ai pas fait d'études. C'était une chance extraordinaire. Donc, j'ai demandé à un psychologue, c'est quoi la différence entre je veux et j'ai envie? Alors, il m'a dit, je veux, j'ai envie.
Bon, la vérité, j'ai eu de la peine. 9 ans d'études quand même, c'est... Le mec, il a un master en psycho, ça fait de la peine. Bon. Il me dit, et vous, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, moi, la vérité, moi j'ai ma version à moi. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, comme dit le propriétaire de la Volvo. D'accord? La Volvo. C'est-à-dire que non, elle vaut le veau qui est dedans. Volvo, c'est pas grave. Alors, ben, c'est très simple. Il y a la neshama, il y a le corps. D'accord? Et au milieu, il y a le jeu. Il y a le moi, il y a le psychique. Ok. Maintenant, la neshama, elle est divine. Et elle produit une énergie extrêmement puissante qu'on appelle la volonté. Donc, comme la neshama, elle est divine, elle est infinie. Donc, l'énergie qui sort de la neshama est aussi infinie. C'est bon? Par contre, le corps, lui, il est fini. Comment s'appelle le deuxième nom du corps? Capri, parce que Capri... D'accord? Donc, le corps, il est fini. Donc, l'énergie qui sort du corps, elle est finie. Maintenant, l'énergie qui sort de la neshama, on l'appelle la volonté. On dit Aratson Noverme Neshama. Par contre, l'énergie qui sort du corps, on appelle l'envie. Et l'envie, elle est comme le corps, elle est limitée. Donc, tous les projets à court terme, c'est des envies. Tu veux, j'ai envie d'une glace. Tous les projets à long terme, c'est de la volonté. Donc, je veux devenir ingénieur. Je veux devenir un Talmid Chacham. Si tu dis, oh, j'ai envie de devenir Talmid Chacham, toi, tu vas craquer au bout de 2 jours. Ouais. Ah, j'ai envie de travailler avec toi. Oh, il est dangereux celui-là. Parce qu'aujourd'hui, ça va, mais t'as qu'on reçoit les factures, il commence à péter un câble, rends mon argent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu avec la volonté, il est venu avec l'envie. Vous me suivez ou non? Donc, en résumé, l'envie, c'est à court terme, la volonté, c'est à long terme. Les grands projets, c'est à long terme, donc c'est la volonté. Les projets courts, c'est du court terme. Les enfants, ils n'ont pas la vision du long terme, donc ils vont selon leurs envies. Les adultes, eux, ils ont la vision du long terme, donc ils vont selon leur volonté. Ça va toujours. Mais je n'ai pas précisé l'âge. Donc quand quelqu'un a 40 ans, il dit j'ai envie, ou j'ai pas envie, je dis aux filles toujours, si le garçon il dit je veux t'épouser, c'est qu'il a un projet à long terme de faire fusionner vos deux égos pour réussir à atteindre la fusion de vos deux neshamot. C'est ça l'amour. S'il dit j'ai envie de t'épouser, c'est qu'il a faim. Et après, soit c'est comment tu te sens dans le rôle du shawarma. Déjà, il te dévore des yeux, donc ouais. Est-ce qu'il va épouser une personne ou est-ce qu'il va épouser un corps? Ça s'appelle la femme objet. Aujourd'hui, on arrive à un niveau de dégénérescence tellement dans la débilité globale que non seulement que c'est grave que l'homme considère la femme comme un objet, mais qu'en plus, la femme, maintenant, elle kiffe d'être l'objet du désir de l'autre. On est chez les fous. Donc elle va refaire le haut, elle va refaire le bas, elle va s'habiller bizarre. Pourquoi? Pour lui faire plaisir. Ça veut dire que lui, il est brel, et toi, plus tu vas être malin, plus il va être content. Ça fait genre un club ou un troupeau. Il y en a une qui m'a dit comme ça, j'ai dit, madame, pourquoi vous vous habillez comme ça? Enfin, pourquoi vous vous habillez pas comme ça? Ouais. C'est une collection à Paris, ça s'appelle Ficelle. Il n'y a rien qui est couvert, d'accord? Elle m'a dit, parce que sinon mon mari regarde les femmes. Genre lui, il est pris par son Yetzirara, et toi, tu es pris par le sien. Ça fait un club de fous. Non? Mais vous avez quand même envie même si c'est de manière sniout, vous avez quand même envie de plaire à votre mari, c'est normal, que vous vouliez à votre femme. C'est bien. C'est vrai? C'est bien. C'est bien, comme ça vous donnez l'illustration exactement de ce que je viens de dire, qu'il faut pas dire. Mais c'est pas grave. C'est un cours sur la patience, donc je vais pas m'énerver. Non, je rigole. Je rigole. Mais d'abord, numéro 1, les interventions. Faites-moi plaisir. Gardez-les pour la fin. Non, c'est pas grave. J'aurais pu m'énerver. Mais non, je rigole. Non, c'est parce qu'en fait, je suis à 99% d'improvisation. Donc si vous enlevez le tagine, du feu, il ne cuit pas. Maintenant, c'est sûr que la remarque est importante. Et puis on peut parler des années folles, des anecdotes. Mais le tagine, il ne cuit pas. Si vous voulez quelque chose de valeur, faites cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Fermez-la. Alors, donc, non, parce que là, en vérité, on est en train de faire 10 ans d'yeshiva en 1 heure. Vous vous rendez pas compte? Et à peu près 21 ans de thérapie. On ne peut pas s'arrêter au milieu. Moi, je fais pas de la communication, je suis un démonstrateur, je vous vends un truc au supermarché. Non, moi, je fais pas ça. Moi, je laisse pas ma famille pour faire du spectacle. Moi, je vous donne des accélérateurs de maturité. Après, vous pouvez adhérer et grandir,
Ou alors vous pouvez dire, bon bah oui, t'es pas très marrant aujourd'hui. Au contraire, voilà, il s'est déchaîné là. Regardez le balai, il peut se rhabiller. Voilà, vous choisissez la fonction que vous voulez me donner. Mais si vous voulez vraiment qu'on fasse un vrai travail et que vous sortiez d'ici avec 10 ans de maturité, il faut faire le travail. D'accord? Voilà, c'est un partenariat. Donc dans cette logique-là, on a dit que le joug, c'est que tu prends sur toi. Mais le joug, en vérité, c'est quoi? C'est une maturité. On a dit, il y a une différence entre l'envie et la volonté. Donc la volonté, c'est profond, c'est du long terme, c'est du solide. L'envie, c'est de l'éphémère, c'est un petit kiff. Tiens, j'ai envie d'une jupe, c'est bien, fais-toi plaisir. Ouais, vous dites, j'ai envie de plaire à mon mari, c'est vrai. Mais l'envie de plaire, c'est une volonté de faire un qui passe par la séduction, ou alors c'est juste une envie de donner à l'autre l'envie d'avoir envie de moi. Ça s'appelle ça l'envie d'avoir envie, c'est connu. Ouais, ouais. C'est ça la question. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Ça veut dire qu'on peut se servir, entre guillemets, du prétexte de la cuisine pour faire un, du prétexte de l'intimité pour faire un. Mais le projet, c'est pas l'intimité. Le projet, c'est de faire un. Maintenant, de faire un, ça passe aussi par l'intimité. Parce que si moi, je le fais pour moi et toi, tu le fais pour toi, donc en fait, on est des consommateurs célibataires qui profitent du corps de l'autre pour se faire plaisir. Ce qu'on appelle la masturbation en communauté. Mais si le projet, il est comme dans la Torah, c'est que moi, mon but, c'est de te faire plaisir à toi et toi de me faire plaisir à moi, donc moi, je vais m'annuler pour toi et toi, tu t'annules pour moi. Et d'ailleurs, comment on le sait? C'est très simple. C'est que si tu penses à toi, ça dure 5 minutes. Si tu penses à l'autre, ça dure une demi-heure. Donc tu sais tout de suite si on est en train de consommer ou en train d'investir. Mais encore une fois, il y a le je veux et le j'ai envie. Maintenant, je vous ai dit, les adultes, c'est des gens qui font ce qu'ils veulent. Les enfants, c'est des gens qui font ce qu'ils ont envie. Alors, je vous donne une image. Un jour, j'étais à table, un dimanche. C'est très rare. Parce que je suis toujours en séminaire, en voyage, en truc. J'étais à table avec ma famille, un dimanche. Et il y a un téléphone qui sonne. Ma femme, elle prend le téléphone. Elle me dit, rien, c'est un gars, il appelle de la Guyane pour un Shalom Bayit. Bon, je lui dis, écoute, dis-lui qu'il rappelle plus tard. Mais il peut pas, il a un décalage horaire, là, baba. Il est à la veille du guet et tout. Bon. Je dis, bon, bah, qu'est-ce que je te dise? Chacun son mazal. Je descends dans le bureau, je prends le téléphone. 1h30, je suis resté avec le gars. En 20 minutes, je l'ai cadré sur sa personne. En 20 minutes, j'ai cadré sa femme. Avec le reste, j'aurais fait un programme les deux. Mais dit, Rav, c'est incroyable. Ce qu'on a fait en 20 minutes, c'est ce qu'on a fait en 8 ans avec le psy. Et pareil avec le psy de couple. Je dis, ok. Je dis alors. Il me dit, écoutez, maintenant il a tout, le gars. J'ai fait son analyse personnelle, son programme personnel, son analyse à elle, par défaut de sa présence à elle, par rapport à ce qu'il me disait lui, j'ai déduit pour elle. Pas forcément à cause de ce qu'il dit, ouais, mais à cause de ce que ça implique chez elle, ce qu'il dit d'elle. Pas ce qu'il dit d'elle. Ce qu'il dit d'elle, c'est pas intéressant. Et après, je leur ai donné un programme pour les deux. Donc c'était fini. Qu'est-ce qui me sort le mec? Il me dit, Rav, c'est extraordinaire. Je suis choqué, je suis éberlué, je suis une intelligence, une compréhension, une profondeur, un recul incroyable. Mais je ne sais pas si j'en ai vraiment envie. Je lui dis, mais enfin, JH2, jeune khmar au carré. J'étais assis avec ma famille dans un espace d'amour, dans un espace de tranquillité. T'es venu, tu m'as déversé ta merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce que 10 ans de bêtises, 10 ans de perversité, 10 ans de méchanceté, 10 ans de lourdeur. J'ai été la cuvette de toilette. Heureusement que je suis en porcelaine. Imagine, j'aurais été en papier crépon. Ouais. Je t'ai écouté, je t'ai supporté, je t'ai analysé, je t'ai scanné, je t'ai donné la conclusion. Ce que tu n'as pas fait en 10 ans. Avec le psy, je l'ai fait. Et toi, tu me dis, je ne sais pas si j'ai vraiment envie. Mais pourquoi tu m'as appelé, Yabrel? Moi, j'étais tranquille. Et je lui dis, en plus, si tu parles d'envie, toi, tu avais une envie. Moi, j'ai une envie. Toi, tu n'as pas envie, moi, j'ai une envie. Il me dit, et vous, Rav, c'est quoi votre envie? Je dis, moi, mon envie, c'est que tu meurs. J'ai envie que tu meurs. Tu te rends compte, tu meurs, tout est réglé. Ta femme, elle est libérée du fou. Toi, tes enfants, ils vont grandir avec des repères qui sont cachers. Toi-même, tu es libéré de ta névrose, de croire que tout est la faute des autres. T'es bien, t'es tranquille. Tu vas enfin avoir le repos, parce que c'est marqué partout. Ici repose, ici repose, ici repose. Il me dit, mais Rav, vous me souhaitez la mort? J'ai fait, tu rigoles. C'est déjà fait depuis longtemps. Pourquoi? Je
dis parce que le couple, c'est pas une question d'envie, c'est une question de volonté. Parce que le couple, c'est un rapport entre deux adultes. Parce que la volonté, c'est le moteur de l'existence. Si vous avez lu le livre La vie de Ben Chetrit, ouais. La volonté, c'est le moteur de l'existence. Donc moi, je vais exister. Toi, tu vas exister. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en communion nos deux volontés. Ce qui dit le Maharal. Avaz et Shaviut Arisonot. L'amour, c'est la communion des volontés. Et si chacun doit exister, et que moi, je vais exister pour toi, toi, tu vas exister pour moi, et les deux, on va exister pour le couple, ouais, ça s'appelle que puisque la volonté, c'est le moteur de l'existence, donc l'amour, c'est la coexistence. Ça va? Mais ne peuvent coexister que des gens qui existent. Comment tu vas coexister? Comment tu vas parler à quelqu'un qui n'est pas là? Comment tu vas échanger avec quelqu'un qui est enfermé dans ses complexes? Comment tu vas prêter un gars qui est voleur? Tu peux pas. Donc tu peux pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Maintenant, puisque le moteur de l'existence, c'est la volonté, donc tu dois fonctionner avec des gens de bonne volonté. Mais la mauvaise volonté, ça marche jamais. Quand la mauvaise volonté rencontre la bonne, ça marche pas. Quand la bonne volonté rencontre la mauvaise, ça marche pas. Quand les deux mauvaises volontés se rencontrent, ça marche pas. Il faut que les deux bonnes volontés se rencontrent. Maintenant, le problème, c'est que la bonne volonté, elle vient du fait qu'on a sublimé la mauvaise volonté. Donc si tu gères pas ton Satan, automatiquement, tu vas dire des bêtises. Si tu gères pas ta peur, automatiquement, tu vas être paralysé. Si tu gères pas des complexes, automatiquement, tu vas être parano. Vous avez compris ou non? Donc c'est mécanique. Je comprends pas les gens, ils font des études de 10 ans, mais c'est simple, c'est du bon sens. Donc dans la logique, que comment je vais réussir? Mais c'est dur, hein, c'est dur, mais c'est très simple. Si tu continues à faire ce que tu as envie, mais l'envie, elle vient du corps, mais l'envie aussi, elle vient du Yetzer Hara, puisque c'est l'immaturité. Donc j'ai pas envie d'évoluer, j'ai pas envie de me saouler, j'ai pas envie de me remettre en cause, j'ai pas envie de faire une thérapie, j'ai pas envie de prendre des médicaments, mais t'es bipolaire, t'es diagnostiqué bipolaire, tu prends des médicaments, non je les prends pas, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou. Donc moi je dois subir, pas parce qu'il est bipolaire, parce qu'il n'a pas envie de prendre des médicaments. Alors qu'encore une fois, les médicaments, c'est pas une envie, c'est une volonté. Tu as envie d'une glace, tu n'as pas envie des médicaments. Donc les gens qui vont selon leurs envies, ils ne peuvent pas grandir. Et ils ne sont pas fiables, et on ne peut pas évoluer. Les gens qui vont selon leur volonté, ils sont fiables, ils sont matures, et en vérité, ça s'appelle les tzadikim. Ça va? C'est clair pour vous? Super. Maintenant, vous avez bien compris, je veux et j'ai envie. C'est bon? Je vous pose une question. Écoutez bien. Je dois faire des efforts, je dois faire plaisir, je dois rembourser l'argent. Le je dois, c'est le continuum du je veux ou du j'ai envie. Réfléchissez avant de parler. Moi, faut pas confondre rôter et parler. Réfléchissez. Je dois assumer. Je dois recevoir ma belle-mère pendant 3 ans. Parce qu'elle est en dépression, elle a perdu son mari. Ah, mais j'ai pas envie. Ça va être dur. C'est très simple. Le je dois, c'est le continuum du je veux. Le je veux, c'est la marque de l'adulte. Maintenant, celui qui fait ce qu'il veut par maturité, donc c'est facile de faire ce qu'il doit. Voilà. Par contre, celui qui fait ce qu'il a envie, quand on lui dit tu dois, qu'est-ce que c'est ce qu'il dit? Ou ce qu'elle dit? Il dit j'aime pas qu'on m'oblige. Je veux pas être obligé. J'aime pas les contraintes. Moi je fais ce que j'ai envie. Mais puisque l'envie, elle vient de l'immaturité, donc elle est aux 3/4 organisée par le Yetzer Hara, et tu crois que le Yetzer Hara, il va te donner envie d'assumer tes responsabilités. Par contre, le contraire, quand tu es en maturité, quand tu es en âge, quand tu es en responsabilité, on te dit, tiens, il faut faire ça. Il n'y a pas de problème, c'est normal, je suis responsable. C'est mon métier, je suis payé pour, je suis adulte, je suis rave, je suis professeur, on y va. Mais si tu es un faux rave, toi, ce qu'on appelle un ravagé, quand quelqu'un te pique, paf, tu te vexes, tu t'énerves, tu te... alors, mais je comprends pas, mais tu es censé travailler tes méthodes, toi. Oui, mais là, j'ai pas envie. Alors, le non-religieux qui mange du cochon, il fait ce qu'il a envie. Et toi, avec une barbe comme ça, tu fais ce que tu as envie. Oh, vous êtes pareils, les deux.
Vous comprenez ce que je dis ou non? Non, parce que moi, je préviens mes élèves à moi. Je leur dis, écoutez, ne dites pas parce qu'il a un chapeau, parce qu'il a... Non, si la personne n'a pas travaillé ses midotes, même si elle a terminé le Talmud en entier, 2700 pages, ça peut être un pauvre type. Si vous voyez qu'il a un regard bizarre, c'est-à-dire qu'il vous regarde dans les yeux, c'est une réalité. Tu dis, Chazé Shalom, ça va pas, le rabbin? Si tu parles que d'argent, c'est une réalité. C'est comme ça. C'est vrai, ça existe. Tu crois que l'Itzhara, il est mort à l'entrée de Jérusalem? Tu crois que les femmes qui divorcent à Bnei Brak, c'est parce qu'elles ont raté la Dafina? Ou le Tchoulant? Il y a du Yetzhara partout. Il y en a. Ouais. Je sais, Chazé Shalom, Simsilinu, tout. Mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, après, la question, c'est est-ce que tu vas lutter contre ton Yetzirara, et ça, c'est grâce à la volonté, ou tu vas écouter ton Yetzirara, et ça, c'est à cause de l'envie. Donc, c'est important, l'envie. Et si vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est une façon de parler, on dit j'ai envie d'être avocat, je veux manger un steak. Non, moi, je vous donne un secret. La parole, c'est la trame de la pensée. Oui. C'est comme ils envoient un missile précisément sur une maison. Ils envoient un commando. Le commando, il pointe avec un laser. Et le missile, il est envoyé de 4000 km. Mais il a la longueur d'onde du laser. Et il va suivre, il va arriver exactement là où le laser, il pointe. Et c'est précis. Le mec, il a eu dans l'oreille le missile. Il l'a pas eu ici, il l'a pas eu à 10 mètres, il l'a pas eu à 30 mètres, il a eu paf. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On pointe un laser. Ça s'appelle la concentration, ça s'appelle l'ambition, ça s'appelle la volonté. Et bien les mots, ils servent de laser. Il faut être précis dans les mots. Parce que ta pensée, ta volonté, ta détermination et ta réalisation, elles vont aller selon la précision de ton langage. C'est pour ça qu'il faut faire un apprentissage de ne pas dire n'importe comment je veux et j'ai envie. Parce que tu vois, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bruit avec leur bouche. C'est vrai. Immeuble, ça s'appelle les discussions d'ascenseur. Ah bonjour, il pleut? Écoutez, j'en sais rien, je suis dans l'immeuble. Ah oui, c'est vrai. Comment ça se passe en ce moment? Oh, c'est difficile. On parle pour rien, on parle pour rien. Mais si quelqu'un disait, attends, Dieu, il a créé le monde avec la parole. Dieu, il n'a pas créé le monde avec des marteaux et des vis et des perceuses. Il a créé que la parole. Donc, la parole est créatrice. Or, Dieu, il a créé l'homme à son image. Donc, la parole est créatrice. Tu dis, ouais, mais c'est pas évident. Mais la preuve, c'est que la parole est destructrice. Tu vois bien que ton fils, tu vas plus l'esquinter avec des mots méchants qu'avec des claques. Parce que les claques, elles sont extérieures, mais les mots, ils rentrent à l'intérieur. Donc la parole est créatrice. Et si tu racontes une belle histoire à quelqu'un, eh ben, ça le fait partir dans un monde. Quand tu fais la vente, tu fais rêver que la personne, qu'elle va être plus épanouie avec ce produit. Vous, je vous fais une histoire, je vous raconte une histoire. Sauf que cette histoire, elle raconte le parcours du devenir de la personne à l'intérieur. Et vous, vous rentrez dans le train, ou non. Mais on fait ça avec la parole. Avec la parole, on sauve de la dépression, ou on fabrique un suicidaire. Avec la parole. Si c'est ça, je m'excuse de vous donner envie, mais il est très bon le jus. Et en plus, c'est sponsorisé par Simply Grab a Frit. Je sais pas qui faisait des frites en grappe. Bon, mais l'idée c'est ça. Ouais, c'est que j'apprends à vouloir. Et bien bizarrement après, le devoir, il est facile. Pourquoi? Parce que j'ai pris sur moi le joug. Ça veut dire que la contrainte d'être adulte, elle fait que le reste des obligations ne sont plus contraignantes. Alors que quand toi, tu fais beaucoup d'efforts pour rester enfant, bizarrement, chaque chose est une contrainte. Quand je dois faire à manger tous les jours, j'en peux plus du linge sale. Puis l'autre, il a faim. Et puis en plus, il a des besoins au niveau de l'équateur qui sont fatigants. Maintenant, je te dis, toi, tu prends sur toi. Tu es son épouse. Tu prends sur toi. Et bizarrement, quand tu prends sur toi, comment t'as enlevé la dimension anxiogène, il reste le sentiment. Et le sentiment, après, il vient facilement. Alors que quand tu fais le contraire, tu dis non, je veux pas qu'on m'oblige. Du coup, en même temps que tu bloques l'action, tu bloques les sentiments. Du coup, il n'y a pas de sentiment. Après, la froideur, la routine, la distanciation, l'habitude de ne plus faire d'efforts.
Et après la séparation. Surtout que l'homme et la femme, à ce niveau-là, ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Vous avez remarqué, si vous êtes marié, qu'au début, l'homme est très excité. La femme, elle est fatiguée. Écoute, il est minuit. Ouais. Par contre, après, quand la femme, elle démarre, elle est très excitée. Elle veut que ça continue. Et lui, après, il est fini. Lui, on a enlevé le chargeur, il n'a plus de force. C'est bizarre, lui, etc. Enfin, la vie. Ouais. Vous avez compris ou non? Donc, on dit au khatanim, on dit, écoute, on dit à la kala, tu sais, quand tu sens vraiment qu'il a envie et qu'il est bien et que vous êtes bien les deux, et que vous avez fait la bonne discussion et que vous avez fait les bons sentiments, c'est bien de concrétiser physiquement, c'est bien, c'est ça l'intimité. L'intimité, c'est pour concrétiser les acquis de l'unité de la tête et de l'unité du cœur. On se comprend, on se ressent, c'est bien, ça entérine le physique, super. Donc on dit à la kala, fais un petit effort, quand tu vois qu'il est bien, vas-y. Et on dit au khatan, attention, après que tu as fini, ne fais pas genre je tombe dans le coma. Lève-toi, va faire Netilat, reste avec elle, continue à faire des caresses, même si au niveau mécanique ça fonctionne plus, mais le reste du corps il marche, vas-y, continue, fais-lui plaisir. Donc toi tu luttes contre ta fatigue qui vient après, toi tu luttes contre ta flemme qui vient avant. Vous me suivez ou non? Eh bien les enfants c'est pareil. Tu dis, ah j'ai pas envie de cuisiner. Ma grand-mère toujours elle disait ça. Quand ma femme elle appelait, elle disait à ma mère, il y a encore le Shabbat, tu sais que Shabbat tombe chaque Shabbat. Et comme nous, on n'est pas des pathos, donc on te fait un Shabbat, 17 salades, 2 poissons, 2 viandes. C'est qu'il y a des gens qui commencent samedi soir pour arriver à temps, vendredi soir. Les boulettes une par une, les chemichout kouchabirichou. Bon, ma femme, c'est Khfifa, elle te fait un Shabbat en 2 heures, mais une masse. Les autres, non, on va mettre une boîte de thon, un rôti froid, une boîte de biscuits, tu sais pas pourquoi elle est là, ouais, ou des cornflakes, et allez. Shalom Aleichem. Alors qu'en vérité, tu devrais chanter les keynotes de Tisha B'Av. C'est quoi ce Shabbat de Chara? Ouais, mais je suis fatigué, j'ai pas la force. Puis ma mère, elle n'avait pas l'habitude de cuisiner. Ok, mais ton père s'est suicidé. C'est vrai. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? Donc elle disait à ma mère, mamie, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de salade, c'est beaucoup. Alors mamie, elle dit, ne fais pas Shabbat. Non, ne t'engage pas à faire toutes les salades. Commence à couper un oignon. Et en même temps, tu lances les poivrons au four. Tu démarres. Il démarre. Donc l'idée, c'est ça. C'est le démarrage. Vas-y, démarre. C'est pareil. Démarre. Comme l'enfant. Il dit, je ne veux pas travailler, je ne veux pas faire les devoirs. Sors ton cahier de texte. Sors. Mets les livres sur la table. Mets le cahier. C'est tout. Et après, il ne se rend même pas compte. Il a démarré, il a fini. T'as compris ou non? Ça veut dire d'engager le mouvement. Tu engages le mouvement. Comme la manivelle. Mais il faut le faire, ça. Tu dis non, j'ai pas envie de le faire, ça me saoule, c'est pas à moi de le faire. Ok, mais on reste sur place. Voilà, khalet. Et pareil dans le couple. Engage le mouvement. Ah oui, mais ça vient toujours de moi. Organise, tu veux des vacances, tu veux un petit week-end de rêve à Tahiti. Organise, prends les billets, prends les trucs. Tu dis oui, mais il prend jamais l'initiative, il prend pas. Les hommes, ils savent pas faire ça, ils savent pas. Ouais, toi tu organises, tu lui dis on part, lui il sort le chéquier, c'est ce qui compte. Tu dis, mais je veux bien, ça vient de lui. Ça viendra pas. Le mec, il a le souci des clients, de la secrétaire, des nerfs, des impayés, de la banque. Tu crois qu'il a la tête maintenant à imaginer sur la plage, là-bas, tranquille, tous les deux, avec trucs privés et tout. Il a pas. Il sait pas faire ça. Donc fais-le toi. Maintenant, quand toi, tu te braques de dire ça vient pas de lui, du coup, lui, il le fait pas, toi, tu le fais pas, on reste stable les deux. Voilà, sous la pluie, à Blanc-Ménil. Dommage. C'est comme les maniaques qui veulent que la maison soit rangée. Mais quand t'as 6 gosses, c'est impossible. Tu sais que ça va être la guerre. Alors, ou tu prends une bonne qui passe la journée à ça, ou toi, tu le fais toi. Tu dis, ben, j'ai pas envie de le faire. Je voudrais qu'on partage les rôles. Maintenant, il ne partage pas. C'est que l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. Ingrat. Oh là là. Il y a un temps de réactivité quand même. Hein. Il paraît que c'est les grossesses multiples qui font ça. Non, parce qu'il y a des femmes qui poussent tellement à l'accouchement qu'il y a un bout du cerveau qui part avec. Ça fait des trous dans le mental. Ça s'appelle les mentales en Suisse. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous avez compris que, en vérité, tu crois que quand on te dit il faut prendre sur soi le rôle, ouais, mais en vérité le rôle c'est la solution. Parce que quand tu as pris le rôle, tu as enlevé la contrainte.
C'est un ridouche. Donc les gens, ils font le contraire. Ils disent, ouais, encore des obligations, encore des contraintes, j'en peux plus. Les contraintes de la religion, les contraintes du couple, les contraintes de... Mais t'as pas compris. La contrainte, elle est vécue comme une contrainte chez les gens immatures. Mais la contrainte chez les gens matures s'appelle la réaction naturelle. T'as emprunté, tu rembourses. Ah, mais ça me tue, ça me tue. Mais de quelle ville du Maroc tu viens? D'accord? Donc, le mariage, tu fais plaisir, tu souris. Oh, je suis obligé de faire des efforts. Non, tu n'es pas obligé, tu peux mourir. Vous avez compris? Non, ça veut dire que c'est que la dimension, c'est que les 3/4 de ta vie à faire la gueule et à te plaindre, ça vient parce que tu n'as pas pris sur toi le joug. Alors que les gens, le contraire, ils te disent ouais, mais franchement, je me sens pas prêt, c'est difficile. Aujourd'hui, on a une bande de castrés, là, des célibataires. Oui, j'arrive pas à m'engager, je suis pas sûr de m'engager. Et la fille, la folle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle couche avec lui. Et lui, il n'arrive pas à s'engager parce qu'ils sont pas religieux. Dis-moi, excusez-moi, ne prenez pas mal. Hein. Je vous aime toutes, vous avez fait l'effort d'être là. T'as déjà vu un mec qui mange gratuit qui demande l'addition? En plus, il prend les produits frais du marché. Elle est toute neuve. Il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et quand on lui dit, tu sais, faudrait qu'on parle à mes parents, qu'on fixe une date. Oh, me stresse pas, ça vient pas, il faut que ça vienne. Mais maman, mais tu touches pas la marchandise. Moi, ma fille, tu la touches, je te coupe les 2 mains. Et tu vas dire, oui, mais le pauvre, il a besoin de... Il va s'évanouir. Ça fait 1 an qu'on se connaît. Laisse-moi au moins les voir. Rien. Tu lui dis de la part de rien. Ça fait 30 ans que je dis ça. Quand le gars il dit j'en peux plus, j'ai besoin, il faut qu'on ait des relations, il faut qu'on se touche, il faut qu'on se mette tout nu. Tu lui dis écoute, de la part de Ravichia Ben Chetrit, vraiment, si vraiment t'en peux plus, vraiment, crève. Mais crève. Va te pendre, jette-toi de l'immeuble. Tu vas me salir pour tes besoins équatoriaux. Mais va faire ça tout seul, animal. Il y a des professionnels. Moi, je suis la mère de tes enfants et la future mère, et toi, tu veux me pourrir pour tes besoins de gamin frustré? Ah, moi, je suis direct. Hein. Eh ben, ça fait 30 ans que je donne ce conseil. Jamais une fille, elle est venue me voir pour me dire « Eh ben, il est mort. » Il meurt pas. Il meurt pas. Non, il meurt pas. Au contraire, c'est toi, si tu craques, qui va mourir. Parce que bizarrement, il change de regard maintenant. C'est comme ça. Pourquoi le marchand de primeur qui vend des fruits de très haute qualité, il te dit, monsieur, ne vous touchez pas avec les mains. Hein. Vous regardez, c'est tout. Il te dit, je veux toucher, je veux voir si elle est bien moelleuse. Mais enlève tes mains, Yahmar, tu crois que j'ai envie de manger une pêche que tu l'as touchée, moi? Tu la touches pas. Après le mariage, après la soirée, après la choupa, t'en fais pas. On va relire ensemble le Kama Sutra. Mais avant, tu touches pas. De loin. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le respect. Maintenant, pourquoi tu arrives à le faire? Tu sais pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux. Tu veux un lien de maturité avec l'autre. Mais si tu es dans une logique de consommateur, parce que tu as envie, ouais, mais l'envie, tu sais ce qu'elle fait l'envie? Elle détruit. C'est pour ça que dans la Torah, on a une mitzvah de donner du plaisir à son conjoint, alors que dans le monde, on prend du plaisir. Je prends du plaisir. Ouais. Là, je donne du plaisir. Non, vous allez dire, mais c'est pareil. Non. Regardez, si je vous donne 100 $ et vous me donnez 100 $, on a combien chacun? 100 $. Si je vous prends 100 $ et vous me prenez 100 $, on a combien chacun? On a 100. C'est pareil. D'accord? Ça n'a pas du tout. Parce que, vous voyez ce verre, je le prends, je le mets là. Donc quand j'utilise le verbe prendre, ça veut dire que je m'adresse à un objet. Mais je ne peux pas donner de l'affection à un verre, parce que c'est un objet. Donc quand je donne, c'est que l'autre est une personne, et quand je prends, c'est que l'autre est un objet. Donc vous vous rendez compte quand une société entière qui dit on est là pour prendre du plaisir, c'est que tu as fait de l'autre un objet. Maintenant l'objet, il a une taille. La taille, elle a une limite. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, il y a une limite. Parce que combien d'années on peut manger la même pizza? Mais pourquoi il y a une limite? Parce que l'autre est un objet. Mais si l'autre est une personne,
Ta mère, tu l'as jamais regardée comme un objet. Il faut vraiment être obsédé pour regarder la sensualité de sa mère. Donc ta mère, tu t'es jamais lassé d'elle parce que tu l'as toujours regardée comme une personne. Mais l'autre, tu le regardes comme un objet. Et l'objet, il y a la lassitude. La lassitude. Mais la lassitude, en notre colo, elle vient de l'objet. L'objet vient de l'envie. L'envie, elle vient du corps. Donc si tu as basé ta vie sur tes envies, tu as déjà calculé la date du divorce. Si tes enfants, c'est juste des trucs pour occuper la maison, pour faire du bruit, pour qu'on ne se sente pas seul. Ouais. Et puis j'avais envie d'avoir un enfant. T'as envie d'avoir un enfant, toi? Tu sais pas que tu vas t'arracher les cheveux. Pour traverser tous les combats et les défis et les ouragans de l'éducation, il faut beaucoup de volonté. Mais toi, tu voulais un enfant, tu avais envie d'un enfant. Eh bien, la crise d'ado, tu craques, tu le fous dehors. Parce que tu n'as pas envie de subir. Tu n'as pas envie de ce genre de déception. Vous vous rendez compte, c'est que toute ta vie, elle change avec 2 mots. Je veux, j'ai envie. Ça va? Donc vous avez compris que je veux, c'est la maturité. L'envie, c'est l'immaturité. Donc quand la Torah, elle te dit, tu dois prendre sur toi le joug du mariage. Ça veut dire quoi? Tu dis, je m'engage à la rendre heureuse, je m'engage à le rendre heureux, je m'engage à assumer mon mari. Quand il est jeune, quand il est vieux, je m'engage. Maintenant, l'engagement, il crée le cadre dans lequel, évidemment, tu dois mettre des sentiments, tu dois mettre de la passion, tu dois mettre de l'amour, c'est normal, mais il y a un cadre. Mais s'il n'y a pas de cadre, il n'y a que des sentiments, mais même l'essence, elle s'évapore. Moi, ils viennent chez moi, les gens, ils ramènent chez Trit. Les sentiments ne sont plus là. La passion a quitté notre maison. Les braises se sont refroidies. Ah, moi j'entends des trucs bizarres. Je dis, est-ce que par hasard, les braises se sont refroidies quand votre femme, elle a pris 20 kilos et que votre secrétaire, elle vous a montré des qualités incroyables? Mais c'est vrai. Ça s'appelle le contraste. Le contraste, c'est que quand tu mets 2 choses différentes, automatiquement, quand tu regardes un, l'autre est flou. Les goïms, ils disent, l'amour s'arrête quand la comparaison commence. Maintenant, tu peux comparer des objets, mais tu ne peux pas comparer des personnes dans lesquelles tu as investi. Vous suivez ou non? J'ai mis 30 ans dans cette société. Toi, tu viens, tu me dis, je la rachète et je vais mourir, c'est mon bébé. Mais si j'ai rien investi, tu me dis, tiens, 1 million d'euros, casse-toi. Mais je me le casse avec plaisir, parce que j'ai rien investi. Donc, les gens qui se séparent facilement, c'est les gens qui ne sont pas mariés. Oh là là! Oh là là, comment il connaît le couple de mes parents? Ah, mais c'est de la folie. Et encore une fois, cet investissement, il vient du fait que tu as pris le joug. Mais on a dit que le joug en hébreu, c'est le rôle. Ouais. Mais le rôle, en français, c'est le rôle. Donc quand je dis, vous savez, vous n'avez pas joué votre rôle de père. Ça ne veut pas dire que le gars, il n'a pas joué le père dans le film, le père et le fils. Parce qu'un rôle, c'est une action au cinéma, et en même temps, c'est une responsabilité. Maintenant, la vérité, il y a beaucoup de gens qui vivent leur rôle de père ou de mère comme du cinéma. Vous avez compris ou non? Ouais, j'ai lu Françoise Dolto, j'emmène mon fils pour m'occuper de lui, et après à la maison, mais qui crève, mais il me saoule, j'ai pas envie d'écouter, voilà, je m'en fous, tu sais quoi, il me donne des boutons. Alors, je croyais que tu étais une bonne maman. Non, je joue le rôle de la mère dans le film. Vous avez compris ou non? Parce que le rôle, c'est le rôle, et en hébreu, c'est le rôle. Maintenant, les gens qui n'arrivent pas à prendre le rôle, ils sont obligés de jouer le rôle. Tu as vu avec un jeu de mots ce que tu peux faire? C'est balèze, non? Qu'est-ce qu'elle dit la spécialiste? C'est fort. Ben, c'est exactement pareil. Qu'en vérité, toi, tu vas prendre sur toi le joug. Tu prends. Ouais, tu dis, cet examen, je vais l'avoir. Ce mariage, je vais le réussir. Cette dette, je vais la rembourser. Ce doctorat, je vais le passer. Le Talmud, je vais le terminer. D'abord, tu prends sur toi le rôle. Après, c'est facile. Exactement pareil que l'enfant. L'enfant, il vient chez toi. Papa, je sors ce soir. Il n'y a pas. Papa, je sors. Il n'y a pas, mon fils. Chez nous, on ne sort pas le soir. On ne sort pas, c'est comme ça. Ni les filles, ni les garçons. À 8h, tout le monde à la maison. Ouais, mais mes copains, ils restent jusqu'à minuit sur le kikar à Natania. Il n'y a pas. Ils sont en train de dealer, en train de s'amuser, en train de faire des bêtises dans les buissons. Il n'y a pas. Chez nous, à la maison, il y a la kedusha.
La Kedusha, ça veut dire que tout le monde reste à la maison. Ah, mais papa, on n'est pas tellement religieux. On n'est pas religieux, mais on n'est pas d'Ikhmar. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait... Parce qu'il prend sur lui. Alors il accepte. Après qu'il a accepté, tu vas le voir, tu dis, viens mon fils, je vais t'expliquer. D'accord ou non? D'abord il accepte, après tu lui expliques. Les gens ils disent, non, non, on est dans une génération, on parle beaucoup, on explique. Mais l'enfant, il a envie de sortir. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de tes relations, tes explications rationnelles, du fait que tu lui expliques les dangers de la rue? Mais il a envie de ça. Donc le vrai problème, ça sert à rien, Regarde Françoise Dolto, c'est un génie quand même. Ben, tu vois son fils, c'est Carlos. Tu sens qu'elle a bien bossé, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que d'abord, l'enfant, il accepte l'autorité parentale. Après, on lui donne des explications. D'abord, il accepte que le prof, il a raison. Après, il écoute la démonstration mathématique. Mais d'abord, il accepte l'autorité. Mais s'il dit non, non, je suis pas d'accord. Le prof, il écrit le théorème. Il dit non, c'est pas vrai. Vous nous imposez une vérité qui n'a pas été démontrée. Mais Yeshbeb, je peux pas te démontrer une chose que tu n'acceptes pas. Donc d'abord, tu acceptes. Après, faites attention, ça fait pousser la barbe. Ouais, vous avez compris l'idée ou non? Donc d'abord, tu acceptes. Après, tu comprends. Je vais vous dire mieux encore. Écoutez bien. Le niveau d'ouverture nécessaire à la compréhension, c'est l'ouverture nécessaire à l'investissement dans l'action. C'est-à-dire que quand tu es prêt à t'investir dans l'action, tu t'es ouvert à la réalité. Cette ouverture, elle fait que tu as la possibilité de comprendre. Traduction, ne pourront comprendre que ceux qui sont prêts à agir. Mais si toi, tu n'es pas prêt à t'investir, évidemment que tu ne comprends rien. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu ne peux pas t'investir. Pourquoi? Tu ne veux pas t'investir pourquoi? Aradon Kolo, parce que tu n'as pas envie. Et bizarrement, le gars qui n'a pas envie, il ne comprend rien. Tu essaies de lui expliquer, de lui répéter, de l'amener à des cours, de lui donner des conférences, de lui payer le thérapeute. Mais il ne veut pas, tu n'as pas compris? Il n'a pas envie. Pourquoi? Parce qu'il est bien. Il est avec son Yetzirara, meilleur copain du monde. Ils sont tranquilles les deux. Les gars, ils appellent ça la zone de confort. Mais dans confort, il y a fort. Il y a aussi con. Mais c'est un mot composé en vérité. Confort, c'est fort et con. Maintenant, c'est quoi con? Con, c'est le contraire d'intelligent. Et intelligent, c'est quoi en philosophie? C'est la capacité d'adaptation. Donc, celui qui est CON, il n'est pas adapté. Ça va? Mais le problème, c'est qu'il est fort dans cette non-adaptation. Et fort, c'est quoi en hébreu? Gibor. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ezéo Gibor, Akoveshet Isro. Qui est le fort? Celui qui maîtrise le Yetzerara. Or, justement, le Yetzerara, c'est celui qui te rend inadapté. Donc, c'est celui qui te rend CON. Vous n'avez pas suivi, c'est dommage. Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire là? Ça veut dire que confort, tu as toute la définition. Celui qui cherche le confort, il va être fort en con. Non, c'est pas un jeu de mots. Il est gibor. Quand tu vois les gens, l'énergie qu'ils mettent à défendre leur psychorigidité, à défendre des idées qui n'ont pas prouvé, à défendre des intérêts qui sont les leurs, en fait, tu te dis, mais attends, mais cette énergie-là que tu mets à légitimer ta lourdeur, tu pourrais la mettre à trouver des solutions. Non, de toute façon, tu ne me comprends pas. Et je sais comment ça marche dans ta tête. Et t'es fou, t'es folle. Une énergie. Mais la même énergie. Mais rien que fais-moi plaisir, mon amour. Le miroir, tourne-le vers toi. Et là, tu vas te rendre compte que ce que tu me reproches, en vérité, c'est ce que tu te reproches. Mais le miroir, il est tourné de l'autre côté. Donc, je ne peux pas évoluer. Donc, comme tu n'es pas adapté à toi, tu n'es pas adapté à moi. Et comme inadapté, c'est CON. Donc, toi-même, tu le dis, mais qu'est-ce que j'ai été CON? Moi, je les vois dans les soirées de célibataires. Mais attends, mais j'avais une femme de folie. Mais attends, quand je vois tous les cassos qu'on me présente, mais je suis un malade. Il ouvre la tête. Ouais. Et toi, c'est pareil. Il dit non, vous ne le connaissez pas, j'ai trop souffert, ça ne marchera jamais, c'est trop difficile. Mais toute cette énergie-là que tu mets à entretenir ton échec, il t'éloigne de la réussite. Toute cette énergie que tu mets à transférer le problème chez l'autre, ça t'empêche de régler le problème chez toi. Vous croyez en Dieu, non? Donc chaque réalité, elle me concerne. Et si on est deux, elle nous concerne. Si on est trois, elle nous concerne.
Maintenant, quand je suis seul, je suis concerné à 100% par 100% de la réalité. Quand on est deux, je suis concerné à 50% par 100% de la réalité. Non, à 100% par 50% de la réalité. Si on est trois, je suis concerné à 100% par 33% de la réalité. Donc, il faut arrêter de dire, c'est de la faute de l'autre, je ne suis pas concerné. Alors, qu'est-ce que tu fous sur la photo? Donc, la patience, c'est quoi? C'est de porter le rôle de son copain. Mais le rôle, on a dit que c'est quoi? C'est la maturité. Ravero, c'est quoi? C'est l'autre. L'autre, c'est la différence. Donc, en fait, la responsabilité, c'est de porter la différence de l'autre. Mais d'avancer en même temps. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui portent le poids de l'autre. D'ailleurs, ils sont écrasés par le poids de l'autre. Ils sont enfermés dans les complexes et ils n'avancent pas. Il y en a au contraire, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Tu dis, mais comment tu fais pour avancer tellement vite? Lui, j'en ai rien à foutre des autres. C'est pour ça qu'il avance vite, puisqu'il tient compte de personne. La Torah dit, non, tu portes le poids et tu avances. Vous me suivez ou non? Tu supportes la pression de l'école et tu travailles à l'école. Tu supportes les parents et tu te rends compte de tout le bien qu'ils te font. Tu supportes le caractère de ton conjoint et tu évolues avec. Mais si tu arrêtes d'avancer sous prétexte que, ou si tu avances très vite, mais tu ne tiens pas compte de l'autre, donc en fait tu vis une vie de célibataire en couple, tu pratiques la fracture en espérant la soudure, blinéder, un jour ça va venir si Dieu veut. On n'a jamais vu quelqu'un qui saute de l'avion et qui dit j'espère que dans 5 minutes je serai assis à l'arrière. Mais non, tu as sauté de l'avion, Baba. Tu as sauté de l'avion. Oui, mais tu comprends, c'était sur un moment de colère, mais tu as sauté de l'avion. Ah, je voudrais pouvoir rattraper le temps perdu, mais tu as sauté de l'avion. Ah, si on pouvait avoir une machine à remonter le temps, mais tu as sauté de l'avion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. C'est que, numéro 1, il faut rester dans l'avion. Très important. Et deuxièmement, c'est qu'il faut avancer en même temps que l'avion. Donc la vie, elle avance, et toi, tu avances. Le mari, il évolue, et toi, tu évolues. L'enfant, il grandit, et toi, tu grandis. Ou tu dis non, 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 je suis comme je suis. Je ne changerai pas. Donc tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Aodon Kolo, confort. Maintenant, le secret, c'est quoi? Attendez, je ne me rends pas compte. Il est 12h20. On est censé finir à quelle heure? Vous avez des babysites, le kiné? Encore 20 minutes? Ça va. Mais vous, les filles, vous êtes d'accord, vous? C'est vrai? Alors maintenant, je vais vous donner un secret extraordinaire qui va vous faire gagner au moins 5 ans d'exomile. Écoutez bien. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Hachem les a sortis d'Égypte. Donc vous avez compris qu'il les a sortis d'Auschwitz en vérité. Les Bnei Israël, ils se sont adressés à Hachem. Ils se sont dit, Hachem, comment est-ce qu'on peut te rendre le bien que tu nous as fait? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Si vous voulez, faites les mitzvot. Prenez sur vous les mitzvot. Donc, précision déjà intermédiaire très très importante, c'est que les Bnei Israël ont pris sur eux le joug des mitzvot par reconnaissance envers le fait qu'ils avaient été libérés. Ça va? Très très important. Donc toi, tu dois faire le bilan de tout le bien que Dieu t'a fait, tu dois te sentir obligé, et pour ça, tu fais tes chouvas. Maintenant, si tu fais tes chouvas parce que le petit est malade, attention s'il va mieux. Si tu fais tes chouvas parce que ton mari t'a obligé, un jour, attention, tu vas te rendre compte qu'il t'a manipulé. Si tu fais tes chouvas parce que le Rav t'a bourré la tête, attention. Ça va, carrément, ça va. Et 2 fois. Non, parce que la table, elle était comme ça, on l'a déplacée. Ouais. Ça va, carrément. Non, ça va. Vous avez pris la lumière en pleine tête, c'est incroyable. C'est Hanouka. On est tous désallumés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Béné Israël ont accepté le joug des mitzvot par reconnaissance. Ça va? Il demande le Even Ezra. Il dit, je comprends pas. Les Béné Israël, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils ont dit à Hachem, on voudrait te rendre le bien que tu nous as fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre le bien que tu nous as fait? Hachem, il a dit, si vous voulez, prenez les mitzvot.
Donc les Bnei Israël ont accepté les mitzvot pour rendre le bien à Dieu. Ça va? Oui? Non? Oui. Il demande à Even Ezra, il dit mais je ne comprends pas, les mitzvot, elles sont au profit de Dieu ou au profit de l'homme? Elles sont au profit de l'homme. Donc, quand les Bnei Israël ont pris sur eux les mitzvot pour rendre le bien à Dieu, en fait ils se sont fait du bien à eux. Et Hachem aussi n'a pas répondu à la question, puisque eux ils ont dit on veut te rendre à toi. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Faites-vous du bien. Vous voulez me faire du bien? Faites-vous du bien. C'est bizarre, non? Alors, je donne une image. C'est comme si un gars, il a bien été éduqué par ses parents. Et bien, Hachem, il a fait une grosse réussite. Et maintenant, grâce à Dieu, il gagne ses 2 millions d'euros par jour. Il est bien. Et puis un jour, ça lui montre comme ça. Il apprend un spécialiste, un audit de familial, qui lui fait le calcul de tout ce que ses parents ont dépensé pour lui depuis qu'il est né. Et ils ont tout calculé, et ça fait à peu près 852 000 euros. Il invite ses parents dans un bon restaurant, et puis à la fin, il sort un chèque, il leur dit voilà, papa et maman, je voulais vous rendre tout le bien que vous m'avez fait. Parce que, depuis que je suis petit, les devoirs, les nerfs, les trucs, la scolarité, après les vacances, le bien, les costumes, la bar mitzvah, le mariage, voilà, j'ai tout calculé, 850 000 euros. Merci papa, merci maman. Les deux parents, ils se regardent, ils deviennent tout pâles. Et on n'a pas compris. Tu veux nous rembourser ce qu'on t'a donné? Mais comment tu vas faire? Tu sais que quand t'es né, t'étais tellement gros, ta mère, elle a éclaté, les deux trompes, elle peut plus avoir le bébé à cause de toi. Après, t'as fait pipi au lit jusqu'à 17 ans. Comment tu rembourses ça? Après, t'as doublé 3 fois. Les 2 ans que t'as passé avec Christine, que ta mère, elle est devenue une veilleuse tellement elle n'en pouvait plus. Comment tu vas faire? Oui. Après, ton caractère pourri d'égoïste, égoïste pourri, comment ça se rembourse? Après, de la femme que t'as épousée, celle-là, c'est la fin de la capara. Ouais. Tout ça, comment tu veux rembourser ça? Alors le gars, il dit, ouais, mais comprenez, j'ai de l'argent, et puis moi, j'ai un stress de me sentir que je vous dois, et j'aime pas me sentir redevable, alors je voudrais payer pour enlever ce sentiment de redevable. Alors les parents lui ont dit, mais mon fils, ça, tu l'auras toujours. Il y a des dettes qui ne se remboursent pas. Toute la vie, tu vas te sentir redevable envers tes parents. Ta femme, elle t'a fait 6 enfants, c'est fini, tu as une dette à vie. Tu dis, non, mais un jour ou l'autre, avec un beau diamant, ça pourrait aller, non? Non. Ton mari, c'est pareil. Il a pris 40 ans de sa vie, de 7h du matin à 8h du soir, pour t'amener le confort, amener la sécurité, T'as une dette. C'est une dette que tu as envers lui. C'est normal, c'est bien. Donc, tu es redevable. Oui, mais ça me stresse d'être redevable. Je voudrais payer une fois pour toutes. Mais tu es redevable. C'est comme ça. Alors, le gosse, il dit, alors comment je peux faire pour rembourser la dette? Il dit, mon fils, c'est très simple. Si tu es un tzaddik, si tu es équilibré, si tu es honnête, si tu es gentil avec ta femme, tu es gentil avec tes enfants, et que tu éduques bien tes enfants, nous, on est remboursés. Mais si tu es un pauvre type, si tu es un débile, si tu es un égoïste, si tu es un pervers, si ta femme, elle souffre, et tes enfants, c'est des fous, mais même si tu lui donnes 1 milliard, on dit, c'est nous qui avons mis au monde cette là. Donc jamais on sera remboursé. Comprenez l'idée ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, en fin de compte, c'est une série de dettes. Maintenant, après, la difficulté à rembourser la dette, elle vient de quoi? Mais c'est très simple. Vous savez, il y a un mot en français, ça s'appelle l'obligation. Vous connaissez ce mot? L'obligation, la contrainte. Ce qui est bizarre, c'est que ce mot, il a une dimension anxiogène. C'est angoissant. Ouais, tu m'obliges, je suis obligé. Franchement, est-ce que je suis vraiment obligé? Et puis je me sens contraint, et je me sens forcé, je me sens stressé. Maintenant, ce qui est bizarre avec ce mot-là, écoutez bien. Un jour, moi j'ai un de mes enfants qui avait eu besoin d'une très très grosse opération du dos, très dure, qui a duré 6 heures. Et le chirurgien, au Hachem, il a fait l'opération. Il l'a bien fait. Moi j'ai été voir le chirurgien après l'opération, qui avait réussi. Je lui ai dit, écoutez, je voulais vous dire que sachez que je suis là pour vous. Le mec, il n'a pas compris. Il a dit, attendez, moi, je suis payé par l'hôpital, je vous ai rien demandé. Je dis, je sais, mais moi, vous m'avez sauvé ma fille. Moi, envers vous, n'importe quoi, vous allez me demander. Je ne sais pas ce que vous allez me demander. Moi, j'ai dit en français, je suis votre obligé. Ça va? Pourquoi? Parce que quand tu as un sentiment extraordinaire de reconnaissance envers quelqu'un qui t'a fait du bien,
Maintenant, qui t'a présenté une femme extraordinaire, qui t'a donné les 100 000 euros qui t'ont sauvé la vie, qui t'a donné le médecin qui t'a sauvé ton fils, tu te sens redevable. Maintenant, bizarrement, à cette personne envers qui tu es redevable, tu lui dis, je suis votre obligé. Je sais qu'aujourd'hui, on ne dit plus ça parce qu'on est tellement égoïste qu'on ne peut pas parler comme ça. Mais vous avez compris, on dit, je suis votre obligé. Et ce qui est extraordinaire, si vous faites l'analyse de cette phrase, c'est que dans « je suis votre obligé », il n'y a pas la connotation anxiogène de l'obligation. Ça va? Donc, je traduis. Écoutez bien, c'est très, très, très fort. Ça veut dire que si mon sentiment d'obligation a été généré par la reconnaissance, la dimension anxiogène de l'obligation disparaît. Je ne sais pas si vous sentez ce que je vous ai donné là. Mais ça veut dire qu'en fait, tous les gens qui se sentent obligés, c'est en fait des gens qui n'ont pas de reconnaissance. Parce que quand tu sais ce que tu dois à tes parents, alors c'est dur d'aller les aider à déménager. Ouais, mais je suis pris ce jour-là. Mais toi, quand t'es né, papa, ouais, et que tu faisais caca toutes les 3 heures, imagine ta mère, elle aurait dit, une fois sur 10, hein, on va pas changer à chaque fois. Non, elle a mis les mains dedans, elle t'a soigné. Alors maintenant, la pauvre, ton père, à l'époque, c'était un pays, maintenant c'est un continent. Et tu dis, oui, mais la soignante, elle peut pas venir aujourd'hui. Alors quoi, je vais faire quoi, moi? C'est dégueulasse. Ah bon? C'est dégueulasse. Ben, il y en a pour un feuge. Limite pathos. Ouais. Mais non, papa, c'est ton père. Il n'y a pas la soignante, tu y vas, toi. Mais ça m'écoeure. Pourquoi ça t'écoeure? Parce que si tu mets les 83 ans de bonté et les 5 minutes de gêne, comment t'arrives pas à faire balancer? Donc c'est un gros, très très gros égoïste. C'est pour ça que tu as du mal. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est que la reconnaissance enlève le sentiment d'obligation. Donc si tu es reconnaissant envers ton conjoint, le poids d'obligation a disparu. Si tu es reconnaissant envers ton corps, bah, t'arrêtes de manger n'importe quoi, parce que ton corps, il te porte tous les jours. Arrête de bouffer du poison. Ouais, mais attends, j'aime ça. Ok, toi, t'aimes ça, mais ton corps, il n'aime pas ça. Après, le médecin, il dit, mais qui t'a cholestérol? Mais diabète ou quoi? Quand tu vois ce que la cigarette, elle a fait à ton père, tu continues à fumer? Ouais, mais c'est trop dur, j'ai pris l'habitude. Non, mais ça me fait rien, ça me fait rien. Vas-y, monte l'escalier. Oh, alors, laisse tomber. J'attends qu'ils installent un escalator. T'as vu comment la colère, elle a détruit toute la famille? Et toi, t'es coléreux? Ouais, mais tu comprends, moi, c'est le caractère de mon père. Tu dis, mais fais l'effort. Ah non, l'effort, c'est contraignant. Vous vous rendez compte? Donc le secret, c'est un secret énorme. C'est que quand je porte quelque chose, vous savez, par exemple, moi je pèse 87 kilos. Bon, je fais 1m85. Ouais. La vérité, quand je marche, je sens pas mes 87 kilos. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'on dit Chai Noseh Atzmo. Le vivant se porte lui-même. En vérité, c'est la Neshama qui porte le corps. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, il pèse plus lourd que quand il est vivant. C'est pour ça que quand tu dors, tu es plus lourd que quand tu es réveillé. Parce que quand tu dors, la majorité de la Neshama, elle monte là-haut. Donc on reste juste un minimum pour que la personne, elle reste vivante. C'est pour ça que le corps s'allonge quand on dort. Vous savez ça? Oui, non? Bon, il faut sortir un peu. Après, c'est pour ça que quand on est motivé, on est moins lourd que quand on n'est pas motivé. Donc en vérité, la Neshama, elle génère la volonté, elle porte le corps. Maintenant, comme ton corps et toi, vous faites un, donc la volonté, elle porte le corps naturellement. Ça s'appelle Chai Noseh Atzmo, le vivant se porte lui-même. Maintenant, la bouteille là, elle est en dehors de mon corps. Ouais. Comment je vais faire pour la porter? Ben, il faut que je veuille la porter. Maintenant, puisque la volonté, elle porte le corps, quand moi, je prends sur moi de porter la bouteille, du coup, j'ai mis ma volonté et ma motivation à porter la bouteille. Donc maintenant, la même volonté qui porte mon corps, c'est la volonté qui porte la bouteille. Et bien bizarrement, le poids de la bouteille disparaît.
Parce que je porte. Ça va? Si je prends la valise et je la colle contre moi, elle est plus facile à porter que si je la porte à bout de bras. Pourquoi? Parce que là, je la porte et là, je la supporte. Donc supporter, c'est une posture mentale qui fait que le poids augmente. Ça va toujours? Maintenant, pourquoi tu supportes? Parce que tu ne t'es pas engagé. Pourquoi tu t'es pas engagé? Parce que tu n'arrives pas à dire merci, à reconnaître les biens. Et comme on l'a dit que la reconnaissance, elle crée un sentiment naturel d'engagement qui enlève l'obligation. Quand toi, tu t'engages pas, tu n'arrives pas à porter, du coup, tu supportes. Après, tu réfléchis. Ça ne te coûte rien, tu peux même le faire aux toilettes. Tu dis, dis-moi, mon conjoint, je le porte ou je le supporte? Mes enfants, je les porte ou je les supporte? Mon caractère, mon corps, ma famille, ma religion, je la porte ou je la supporte? Et là, c'est très intéressant. Parce que supporter en anglais, supporter en français, ça veut dire porter en su. D'accord? Ça veut dire, c'est en plus. Je porte en plus. Alors que supported en anglais, c'est soutenir. Donc si tu viens pour soutenir, ça veut dire que tu es solidaire. Si tu viens pour supporter, c'est que tu n'es pas solidaire. Si tu n'es pas solidaire, c'est que la valise, elle est à bout de bras. Si tu n'es pas solidaire, donc tu es obligé de subir le caractère de l'autre. Si tu n'es pas solidaire, ça te saoule d'avoir à rembourser l'argent. Mais si tu es solidaire, tu fais un. Et un, c'est Echad. Et Echad, c'est Ahava. D'accord ou non? Donc, le faire un, ça vient automatiquement du fait que tu t'es engagé. Donc, quand toi, tu t'engages à être un bon conjoint, tu t'engages à être un bon béné Israël, tu t'engages à être honnête, tu crois que simplement parce que tu es une mauviette, alors tu baisses la tête, tu baisses ton pantalon et tu acceptes d'être soumis. Mais non, mais non. L'acceptation de l'obligation, c'est le début de la liberté. Puisque toi, quand tu refuses l'obligation, tu vas contre l'obligation, et bien là, tu vas contre la loi. Parce que tu refuses les impôts, ben, tu finis en prison. Là, tu refuses le caractère de l'autre, et bien vous avez divorcé. Là, tu refuses de faire cavode à tes beaux-parents, et bien ils montent la tête à ta femme. Fais leur cavode, c'est midera banane. Ok, mais fais-le. Non, non, non. Je les supporte pas, je les supporte pas. Pourquoi tu les supportes pas? Parce qu'ils sont vraiment chiants? Ou tu les supportes pas parce que tu veux maîtriser ta femme et te la garder comme un objet personnel en la séparant de ses proches? C'est psychiatrique déjà là. Ouh là là, vous avez compris ou non? Voilà. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Parce que je vous signale que on n'a pas fait le cours, hein. C'est pas grave. Comme d'habitude, ici avec vous, je ne sais pas pourquoi, mais les minutes prennent des heures. C'est ce qu'il a dit, on a juste expliqué le Rav-Wolbe. Il a dit que le patient, c'est quelqu'un qui porte un poids, mais qui marche. Donc on a compris, le poids, c'est l'autre. Le poids, c'est l'autre. C'est la différence de l'autre. Et marcher, c'est continuer à évoluer, continuer à aimer, continuer à s'investir, malgré que ça pèse un poids. Maintenant, en vérité, je te dis, si l'autre, tu es dans une relation d'amour, tu es dans une relation de reconnaissance, tu es dans une relation de maturité, donc l'obligation de porter, elle disparaît. Et c'est ça la patience. Alors que les gens, ils croient que la patience, c'est de prendre sur soi. Encore tout à l'heure, j'étais au téléphone avec des gens, ils me disent, oui, comprenez, je dis, mais est-ce que vous avez fait un travail de couple? Ils me disent, ben, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi. Non, vous m'avez juste expliqué comment vous avez réussi à cohabiter pendant 30 ans. Mais vous n'avez pas expliqué comment vous avez réussi à coexister. Parce que si chacun il prend sur lui, parce que les gens qui ne sont pas évolués, ils se frappent à coups de poing. Les gens qui sont évolués, ils supportent. Mais il y a mieux que supporter, il y a porter. Maintenant, pour porter, il faut faire corps avec la chose. Maintenant, quand tu fais corps avec l'autre, eh ben, tu ne sens même pas le poids. La preuve, c'est que quand tu aimes quelqu'un, tu ne sens pas le temps qui passe. Et quand tu l'aimes pas, pourvu qu'il se barre, heureusement qu'il y a le travail. Pourquoi pendant le confinement, il y a eu tellement de souffrance? C'est pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus le travail pour
pour légitimer la distance. Donc les gens, ils se sont retrouvés en face de la personne qui cherche à fuir toute la journée. Maintenant, pourquoi ça a été créé le travail? Vous savez pourquoi? On pourrait vivre sans travailler. C'est parce que si toi, tu te languis de l'autre avec le travail, donc tu vas chercher à être proche de lui quand il ne travaille pas. Si toi, tu arrives à continuer ton couple malgré les enfants, donc ça va faire que quand tu n'auras plus les enfants, tu vas être proche de ton conjoint. Mais si toi, tu te servais des enfants et du travail pour fuir le conjoint, à la retraite, vous allez mourir les deux, puisque vous allez vous retrouver en face de la personne que vous fuyez depuis 40 ans. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que ce qui te sépare, quand tu l'utilises, ça te rapproche. Mais ce qui te sépare, quand tu l'utilises pour te séparer, ça te sépare. Maintenant, de la même manière, tes complexes, ils te séparent de toi. Donc, dépasse tes complexes, tu vas t'aimer. Tu dis non, c'est trop dur, j'ai beaucoup de complexes. Et c'est plus fort que moi. Ok, donc, ça te sépare de toi. Et bien, bizarrement, tu t'aimes pas. Mais madame, vous aimez pas. Oui, mais vous savez, je suis pas fier. Hein. J'ai un tel permis, j'ai un tel bac. Depuis que je suis petite, on me dit que je suis gros, je suis bête. J'ai envie de mourir. Mais vous n'avez pas encore compris que les gens qui vous font de reproches, en vérité, c'est ce qui se reproche à eux qui vous reprochent. Alors, quand tu as 8 ans, tu ne peux pas le savoir. Mais à 38, ça y est, on peut passer un cap. Oui, non, oui, non. Voilà. Donc, quand tu as pris cette prise de conscience et que tu as pris le recul, donc non seulement l'obligation, encore une fois, elle ne va pas te coûter au niveau anxiogène, mais au contraire, elle va être un décapsuleur de maturité. Donc, plus tu vas prendre des défis, plus tu vas prendre des challenges, plus tu vas prendre des ambitions, plus tu vas devenir grand, plus tu vas devenir fort. Et quand tu es fort, la vie, elle est facile. Parce que la vie est difficile pour les faibles. Donc, ce que tu crois que parce que je suis faible, j'arrive pas à faire l'effort, en vérité, c'est le contraire. C'est que quand tu fais l'effort, tu deviens fort. Et quand tu es fort, c'est plus un effort d'être fort parce que tu es fort. Par contre, quand tu arrives à légitimer que tu ne fais pas d'effort, à cause de ton père, à cause de ta mère, à cause de la vie, à cause du regard de l'autre, à cause de la difficulté, à cause du fait que je ne me sens pas prête et que je ne suis pas construite et que c'est dur. Mais là, tu travailles pour qui, là? Pour la faible ou pour la forte? Pour qui tu travailles? Pour ton Yetzirara? Pour qui tu travailles? Pour ton désespoir? Alors je te dis, je prends sur moi de devenir une tzadékette. Je prends sur moi de devenir une maman exemplaire. Je prends sur moi de devenir une épouse extraordinaire. Je le prends sur moi. Ouais. Et après, vite, je me donne les moyens. Et je travaille. Et je dis, oui, mais c'est pas toujours... je suis pas très motivé. Eh bien, regarde ce que l'autre t'a apporté. D'un seul coup, tu vas trouver la motivation. Donc, vous avez compris. L'ambition, d'accord? La motivation, les moyens, le résultat. Résumé, ambition, moyen, résultat. Ambition, moyen, résultat. L'ambition, c'est ce qui te pousse à grandir. Le résultat, c'est la constatation que tu as grandi. Alors, vous savez comment est-ce qu'on appelle la constatation d'avoir grandi? Ce qu'on appelle en français la satisfaction d'être. On l'appelle la joie. C'est pour ça que les gens tristes sont des gens qui ne sont pas réalisés. Tout ça sur la base de la patience. C'est pour ça que les coléreux sont toujours tristes. Toujours. Donc ils font les GG, ce qu'on appelle en psychologie, les grandes gueules. Si tu leur tiens tête, ils craquent, ils se mettent à pleurer. Voilà, tu m'écoutes pas. Ouais. Tu fais pas ce que je dis, je comprends où il est. Où il est. Mchifralo. Ouais. C'est pareil, si tu fais un père qui fait genre des grands effets, ouais, eh ben, il n'y a pas de père. Après, tu vois les gosses dans la rue en train de crier papa outé, mais il n'y a pas d'erreur. Donc Hachem y fasse qu'on arrive, parce que ce que je vous ai donné, c'est un programme, c'est pas juste une série d'informations. Donc comme je dis toujours, le cours il est là, il est enregistré, il est filmé, il est sur YouTube, il est sur Instagram, il est sur Facebook. Si vous avez envie de grandir, oui, vous pouvez dire, bon, de toute façon, il revient l'année prochaine. Donc, c'est sûr qu'avec un cours par an, ça va vous prendre 4 Gilgoulim si entre-temps, vous ne revenez pas en vache et en fougère. Ouais. Mais si vous êtes vraiment, vous avez envie de payer cette dette que vous avez envers Dieu, de devenir des gens extraordinaires, alors celui qui est conscient de la dette, c'est quelqu'un qui trouve des moyens de la payer. Donc, moi, je vous donne des outils pour payer la dette. Je dis, je répète, le cours, il est là. Vous le prenez.
vous le remettez par écrit. Pas comme vous faites vous dans la voiture ou pendant que vous faites les halotes. En fond musical, vous écoutez Ben Chetrit. Et je m'appelle pas Gad, je m'appelle Yahya. Ça y est, ça suffit. Même si lui, il a parlé de Baba Yahya, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, vous vous posez une fois par semaine, ou là une fois par mois, ou là une fois par an. Vous prenez le cours et vous le mettez entièrement par écrit, phrase par phrase. Je sais que c'est très long, hein, parce que là, vous ne vous rendez pas compte de la masse d'enseignements. Il y a à peu près 6 fois plus qu'un rabbin normal. Un rabbin, il dit une idée, 64 histoires. Moi, je dis une histoire et 64 idées par minute. Mais pourquoi? Parce que j'ai confiance en vous et j'ai une grande ambition. Et je sais que vous pouvez réussir. Maintenant, si moi j'ai confiance en vous, vous n'avez pas confiance en vous. Et vous allez dire oui, mais c'est pas évident. Vous voulez que je vous dise la vérité? C'est de la flemme. C'est de la paresse. Vous savez combien de milliers d'heures j'ai passé à écrire les cours de mon Rav? Vous savez combien des millions d'heures on a parlé avec ma femme? Si on avait eu la flemme, on serait resté deux brels. Donc vous, encore une fois, vous prenez le cours. Vous le mettez par écrit, phrase par phrase. Vous savez que j'ai un élève qui a créé une formation de force de vente qui vendait 200 000 euros dans les sociétés avec un cours à moi qui s'appelle la communication. Il a compris le mec. D'accord, non. Ben, vous c'est pareil. Vous prenez le cours, vous le mettez entièrement par écrit. C'est pas grave, ça va prendre 2 mois, c'est pas grave, vous faites ça 1 heure de temps en temps. Quand vous avez tout le cours par écrit, déjà ça vous donne du recul. Après, qu'est-ce que vous faites? Le cours, vous le séparez en séquences. Parce que vous avez vu, ça a l'air comme ça que je dis n'importe quoi, mais les choses, elles sont orchestrées, ça revient, il y a une ligne de conductrice. Quand vous lisez 2 ou 3 fois les notes, ça y est, vous avez compris la logique. Vous séparez en 12 séquences le cours. Ouais. Et chaque mois, pendant 1 an, vous mettez en application une des séquences. Et dans 1 an, ouais, on se voit et vous me dites, brave, le cours sur la patience. C'est bon. Pas j'ai compris, je m'en fous que vous compreniez, moi. J'ai changé. Parce que moi, mon problème, c'est que je donne beaucoup de cours. Et les gens, ils deviennent drogués. Donc, ils écoutent 3 cours par jour. Je dis, mais comment tu vas te remettre psychologiquement? Il y a un gars à Genève, il est devenu fou. Il écoutait trop de cours, il est devenu fou. Il a été interné et tout. Hein. Parce que les cours, ils sont très riches. Donc, tu ne peux pas tout prendre à cœur. Mais je vous dis, vous écoutez comme ça pour l'ambiance, pour la détente. Mais un cours, vous le prenez, vous le travaillez à fond. Je connais des gens, ils ont travaillé 6 mois sur le Lekavsrout. Moi, personnellement, moi, ouais, j'ai travaillé 10 ans sur la colère. J'ai l'air nerveux, moi. En fait, j'étais un nerveux interne, pas un nerveux externe. 10 ans de travail. 10 ans, c'est beaucoup. Un quart d'heure, je prépare une conférence. 10 ans, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que apprendre, c'est rapide, mais changer, c'est lent. Alors, si vous voulez changer, vous n'êtes pas obligé de changer. Vous pouvez attendre le prochain Gilgoul. Ouais. Mais encore une fois, on ne sait pas. Parce que les 3 premiers Gilgoul, c'est juif. Le 4e, c'est goy. Le 5e, c'est animal. Le 6e, c'est végétal. Le 7e, c'est minéral. Donc, je ne sais pas où vous en êtes exactement, mais... T'as compris ou non? Maintenant, le premier Gilgoul, tu viens dans une famille très religieuse et tu dois faire le tikkun de ta neshama. Le deuxième Gilgoul, tu viens dans une famille traditionnaliste, tu dois faire teshuva, devenir religieux et faire ton tikkun. Le troisième Gilgoul, tu viens dans une famille réformiste, limite goy, installée à côté de Saint-Étienne, dans un village. Et là, tu dois faire teshuva, devenir traditionnaliste, prendre sur toi, changer, devenir religieux, orthodoxe, et talmid chacham, et faire ton tikkun. Tu as augmenté la masse. Tu dis non, ça me prend la tête. Ok, tu reviens animal, un poisson. Maintenant, dans tous les poissons du monde, il faut que tu sois mangé Shabbat, l'irvot Shabbat par un tzaddik. Ah non, manque de thon, j'ai fini dans une boîte de thon, dans un sandwich d'un portugais à Lisbonne. Eh ben, c'est pas grave. La prochaine, tu reviens végétal, une salade. C'est normal, toute ta vie, tu sais, ouais, arrête tes salades. Voilà la salade. Il faut que cette salade, elle soit mangée par un tzaddik, les Shem Shamaim, pour lui donner les forces d'étudier la Torah, le Shabbat. Non, tu as fini dans un fast-food là-bas, à Biloxi, ou perdu de Sheikh El Khalid. Et après minéral, tu reviens à un verre d'eau, ou là un parpaing, ou tu vas être dans un mur d'une synagogue, juste derrière le Echal, ou tu vas être jeté là-bas dans une boîte de strip. Vous me suivez ou non? Je sais que c'est un peu dur,
Mais c'est la vérité. Pourquoi je vais vous mentir? Vous êtes comme mes filles. T'as compris ou non? C'est comme ça la vérité, c'est ça. Ouais. Et dans Emet, il y a Met. Mais alors bizarrement, quand tu acceptes de mourir, tu commences à vivre. Ah oui, parce que quand tu tues ton Yetzirah, tu commences à devenir toi. Quand tu tues ton orgueil, tu commences à devenir une personne modeste. Quand tu tues ta flemme, tu deviens travailleur. Quand tu tues ta lourdeur, tu deviens fif. Quand tu tues ta bêtise, tu deviens intelligent. Donc n'hésitez pas à mourir pour vivre. Mais il faut tuer le mauvais, il ne faut pas tuer le bon. Ça va? Voilà, Hazak Omaro.